Les enjeux du sommet du G20 à Osaka. Le FTSE Russell inclut plus de 1000 actions chinoises. Le pétrole dans le monde. La Chine et l'Afrique soulignent le bon élan de leur coopération financière. Le taux d'urbanisation en Chine devrait atteindre 70% d'ici 2035. Pour l'économie, mais aussi pour beaucoup plus. Les pays membres du G20 représentent plus de 80% du PIB mondial et ont chaque année leur mot à dire. Le but du groupe est de construire un monde inclusif et durable en essayant de résoudre les questions internationales. Cette année, plusieurs problèmes majeurs seront sur la table. En premier lieu, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est actuellement le plus grand facteur affectant le développement de l'économie mondiale. Les experts pensent qu'une guerre commerciale totale, partie de friction sur les tarifs douaniers, aurait un impact négatif très fort sur la demande mondiale. Les pourparlers entre les deux plus grandes économies mondiales sont dans une impasse depuis que le gouvernement américain s'est montré incohérent concernant les accords que les deux parties avaient conclus. Nul étonnant donc que la rencontre possible entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump attire l'attention mondiale. Le sommet du G20 sera-t-il une percée dans la guerre commerciale? Ensuite, les regards seront braqués sur l'Union européenne. Les experts font remarquer que le sentiment anti-Union européenne dans certains pays membres de l'UE est de plus en plus fort. L'Italie, par exemple, a violé les directives de la Commission européenne en approuvant une augmentation de son déficit budgétaire de 2019, équivalent à 2,4% de son PIB. Même chose en Espagne. Madrid a refusé d'obtempérer aux exigences strictes de l'UE. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, n'a pas réduit le déficit budgétaire ni le fardeau de la dette, mais approuvé une hausse des dépenses sociales. La France se prépare également à prendre la voie du boycott des exigences de la Commission européenne en augmentant les salaires et en réduisant les taxes. Ceci en réponse aux manifestations de grande échelle et au mécontentement du public vis-à-vis des réformes. À l'heure où le sentiment anti-Union européenne est de plus en plus présent, les statistiques montrent que l'UE commence à montrer des signes de ralentissement de sa croissance économique. Le FMI prévoit un tournant décisif prochainement. Dans son dernier rapport, le FMI a réduit sa prévision de croissance du PIB mondial de 3,9 à 3,7%. Le rapport dit que l'économie mondiale se dirige maintenant vers un autre cycle économique et pourrait rencontrer un nouveau ralentissement. Les pays en voie de développement pourraient être les premiers à être touchés. En 2019, les dirigeants du G20 ont clairement de nombreuses questions à régler. Mais la question est, sur quelles contributions parviendront-ils à se mettre d'accord pour résoudre ces problèmes ? Plus de 1000 actions chinoises seront incluses dans ce que le FTSE Russell appelle un indice des marchés émergents secondaires. C'est la première phase d'inclusion de titres chinois pour le FTSE, laquelle aura lieu jusqu'au 23 mars de l'année prochaine. La première phase devrait apporter environ 10 milliards de dollars dans des investissements étrangers passifs. La Banque populaire de Chine a déclaré que les investisseurs étrangers détenaient 244 milliards de dollars de titres A à la fin mars de cette année, soit 3% du marché global. C'est une augmentation significative par rapport aux années précédentes. L'inclusion des titres A dans le FTSE Russell augmentera le pourcentage de la participation étrangère dans le marché et devrait également avoir un impact sur l'équilibre des investissements. Les actions choisies par le FTSE Russell sont principalement des actions disponibles dans la connexion boursière Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong. 60% d'entre elles sont cotées à Shenzhen. Cela signifie que le FTSE Russell est davantage concentré sur les petites et moyennes entreprises chinoises, car leurs actions sont plus actives. L'indice FTSE Russell est détenu à 100% par la Bourse de Londres et l'inclusion des titres A en cette période est vue comme un approfondissement de la coopération du pays avec le Royaume-Uni. La Chine aura maintenant plus de connexions financières avec le Royaume-Uni. La connexion boursière Shanghai-Londres rend possible l'échange d'actions des deux côtés, tandis que l'inclusion dans le FTSE Russell amènera plus de capitaux étrangers. L'inclusion est une importante étape dans la coopération financière de la Chine avec d'autres marchés étrangers et devrait être vue comme un exemple réussi pour que les acteurs du marché en tirent les leçons dans le futur. Plus de connexions devraient arriver. Le 10e dialogue financier et économique Chine-Royaume-Uni, qui s'est terminé la semaine dernière, a annoncé qu'un fonds mutuel d'une valeur de 1 milliard de livres allait être créé par la China Investment Corporation et HSBC pour aider les compagnies britanniques à développer leurs activités sur le marché chinois. Le site du FTSE Russell indique que les autres projets d'inclusion de titres A dans ces indices seront basés sur les résultats de la phase 1 et des futurs développements des marchés.
La plupart des Chinois ne peuvent pas imaginer de grandes célébrations sans baijiu. Cependant, en dehors de la Chine, cet alcool fort reste essentiellement une nouveauté, mais tout cela pourrait être sur le point de changer. Le baijiu a récemment fait son apparition dans les bars aux États-Unis et en Europe, alors que les principaux producteurs développent des marques plus lisses et axées sur l'exportation, tout en vantant des méthodes de production vieilles de plusieurs siècles. À Luzhou Laojiao, l'une des marques les plus connues et les plus anciennes du pays, le sorgho est fermenté pendant plusieurs mois dans des fosses de terre profondes riches en bactéries. Certaines sont même utilisées de manière continue depuis 1573. Le personnel, ressemblant à des moines Shaolin vêtus de couleurs jaune et rouge vive, effectue tout le travail à la main en distillant le mou fermenté dans des alambics à peau de bois. Le produit final est ensuite vieilli, parfois pendant plusieurs dizaines d'années, dans des pots en argile géants placés non loin de là, dans des grottes. L'eau, le sol, le climat et d'autres facteurs rendent les baijiu de régions différentes aussi différents que le whisky peut l'être du mezcal. En réalité, notre groupe cible n'est pas seulement le peuple chinois à l'étranger. Nous espérons vraiment que nos amis internationaux pourront en profiter aussi. Mais il est évidemment difficile de surmonter les difficultés avant que le baijiu puisse suivre des alcools locaux jadis méconnus tels que la vodka et la tequila et se mondialiser. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés chaque jour est que les gens n'ont aucune idée de ce qu'est le baijiu. Le deuxième plus grand défi auquel nous sommes confrontés au quotidien est que les gens se demandent si ce n'est pas un choc énorme pour le palais. Cela vient surtout de gens qui n'ont jamais goûté au baijiu. Les préjugés sont nombreux dans ce domaine. Pour lutter contre ça, la journée mondiale du baijiu a été lancée en 2015 par les amateurs de baijiu pour promouvoir la boisson le 9 août de chaque année. Des cocktails créatifs et des nouveautés telles que la crème glacée au baijiu ont également été créés pour les novices. Mais à en croire le directeur de l'information de Luzhou Laojiao, il y a encore beaucoup de travail à faire. La réunion des coordinateurs sur la mise en œuvre des mesures de suivi du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine, FCSA, s'est tenue à Pékin le 24 juin, avec la participation de 53 représentants de ministres de pays africains et de l'Union africaine et environ 300 du côté chinois. Au cours de la réunion, la Banque de développement de Chine, la Banque d'exportation et d'importation de Chine, le Fonds pour la route de la soie, le Fonds de développement Chine-Afrique et d'autres institutions financières chinoises ont présenté leurs politiques et produits financiers à tous les participants. C'est actuellement le meilleur moment pour la coopération économique et commerciale sino-africaine qui a donné des résultats fructueux dans divers domaines, notamment les infrastructures, l'énergie, les ressources minérales et l'agriculture. À ce jour, le Fonds de développement Chine-Afrique a signé pour des investissements de près de 5 milliards de dollars dans 36 pays africains. On peut estimer que plus de 24 milliards d'investissements des entreprises chinoises iront en Afrique. Avec une usine pharmaceutique parrainée par des entreprises chinoises, le Mali peut produire des médicaments lui-même, a de son côté déclaré Mahaman Maïga, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Mali. C'est la première usine pharmaceutique moderne au Mali et la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest. Il a également félicité la Chine pour l'allocation raisonnable de ses ressources en fonction des différents besoins des pays dans le cadre de 8 grandes initiatives du sommet de la FCSA à Pékin. La réunion des conseillers a duré plus de 3 heures, au cours desquelles les représentants africains ont manifesté leur enthousiasme pour la coopération sino-africaine, d'autant que la coopération en matière de financement et d'investissement ralentissait au niveau mondial, mais restait une dynamique solide entre l'Afrique et la Chine. La partie africaine a pour sa part salué les efforts déployés par la Chine pour mettre en œuvre les fruits du sommet de Pékin et a souhaité qu'un plus grand nombre d'institutions financières chinoises coopèrent avec elle et favorisent la construction de zones de libre-échange en Afrique. Selon un rapport publié par l'Académie nationale de la stratégie économique de l'Académie chinoise des sciences sociales, les progrès de l'urbanisation en Chine vont se poursuivre et le taux d'urbanisation atteindra 70% d'ici 2035. Par ailleurs, à mesure que le taux d'urbanisation augmente, la vitesse d'urbanisation restera stable, puis diminuera lentement. Le nombre massif de personnes qui migrent vers les villes vont exercer une pression sur l'emploi, ce qui entraînera des risques à une période ultérieure d'urbanisation. Le nombre de travailleurs en plus atteindra 15 millions dans les villes cette année. La Chine est en phase de transformation vers un statut de pays à revenus élevés. Cependant, bien que quelques villes aient déjà franchi le seuil des hauts revenus, la plupart des villes sont loin du seuil.
En excluant 2 villes basées sur les ressources Tongying et Ordos, le PIB par habitant de 12 villes chinoises a dépassé 20 000 $ en 2018. Depuis 40 ans, la Chine a mené sa politique de réforme et d'ouverture, formant près de 100 millions d'étudiants, et ce chiffre devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 7 millions à l'avenir, a précisé le rapport. La Chine souhaite que le revenu national par habitant atteigne 12 000 $ et continue de s'améliorer, tout en veillant à ce que les industries atteignent des niveaux moyens et élevés à l'avenir. Une réforme axée sur le marché conduira aussi la Chine à réaliser une croissance et une transformation économique de grande qualité. Il est également à noter que l'écart en matière de services publics entre les villes et les villages tend à s'équilibrer, l'enseignement obligatoire gratuit et de nouveaux systèmes de soins de santé coopératifs en milieu rural ayant été mis en place dans les villages. Selon le rapport, au cours de la période du 13e plan quinquennal, l'écart de revenus disponibles par habitant entre résidents urbains et ruraux a diminué. La morphologie urbaine de la Chine évoluera d'une domination métropolitaine à une domination d'agglomération urbaine au cours des 15 prochaines années. La population urbaine se concentrera dans les agglomérations urbaines avec 25% dans les petites villes, 25% dans les villes petites et moyennes et 25% dans les villes centrales et les métropoles, respectivement. Le rapport a enfin souligné qu'à l'avenir, les métropoles devraient abriter les fonctions des services modernes, notamment les industries à concentration de connaissances, c'est-à-dire celles qui ont besoin de nombreux talents pour se développer, et les industries à concentration de capitaux, tandis que les petites et moyennes villes abriteront les industries d'une métropole, comme l'industrie manufacturière.